Bienvenue dans l'Africa News On, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Rwanda, le dossier du jour sera consacré à la musique traditionnelle. Au sommaire également de cette émission, Pierre Nkurunziza, le président burundais, donne un ultimatum, 15 jours aux opposants de Mugamba pour se rendre où l'armée les délogera par la force. Et puis la Gambie au cœur du sommet de la CEDEAO, les manquements aux droits de l'homme inquiètent. La CEDEAO trouvera-t-elle des solutions face à un régime de plus en plus répressif? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos invités et éditorialistes. Et justement, notre invitée Nido Ouera est avec nous. Elle est danseuse chorégraphe. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, merci. Et notre éditorialiste, bien évidemment, Gratien Rokindi-Kiza. Gratien, ravi de vous accueillir. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Et la situation se dégrade toujours autant au Burundi. La situation devient donc inquiétante. Le président Pierre Nkurunziza a en effet donné 15 jours aux rebelles de la commune de Mugamba qui s'opposent à son régime pour se rendre sous peine de voir l'armée utiliser la force. Corinne Kamdem. Les rebelles de la commune de Mugamba ont 15 jours pour déposer les armes. C'est l'ultimatum que le président burundais Pierre Nkurunziza a donné aux rebelles qui s'opposent à son pouvoir jeudi 2 juin 2016 lors de son déplacement dans la commune située à 90 km de la capitale Bujumbura. Selon les autorités, la commune de Mugamba serait le principal foyer de rébellion du pays. Dans son allocution, le président burundais a tenu à préciser que, passé ce délai, son armée emploierait la force. Aujourd'hui même, prenez cette résolution. Téléphonez à vos frères qui ont pris les armes. Dites-leur que nous leur donnons 15 jours, qui renoncent 15 jours. Dites-leur cela. Et nous appelons ceux qui sont chargés de la sécurité, de l'administration, d'accueillir convenablement ceux qui vont se rendre. Nous sommes le 1er juin, la porte se refermera le 15. Après ces 15 jours, nous donnons 2 mois aux forces de l'ordre pour amener la paix. Et pour cela, nous sommes prêts à utiliser les mêmes méthodes que dans la province de Bujumbura rurale en 2010. Cette reddition est bien évidemment soumise à des conditions. En effet, ceux qui se rendront seront envoyés dans des centres d'éducation patriotique pour recevoir une formation. Ils y apprendront l'amour de leur patrie, le règlement pacifique des conflits et un métier. Pour les opposants, cet ultimatum n'est autre qu'un moyen pour le président burundais qu'ils accusent d'être à l'origine de la crise que traverse le pays d'opprimer le peuple davantage. À l'origine, une rébellion naît parce qu'il y a un gouvernement qui est dans l'oppression. Nkurunziza, qui est un ex-rebelle, il sait très bien comment une rébellion naît, comment elle grandit et comment elle est maîtrisée. C'est autour des dialogues, c'est autour des négociations. S'il n'y a pas une victoire militaire, c'est autour des négociations, c'est pas des ultimatums. Je pense que Nkurunziza devait plutôt s'attaquer aux causes qui ont poussé la naissance du Roi de Tabara, aux causes qui ont poussé la naissance du FNL, aux causes qui ont poussé la naissance du Forebu, plutôt que de lancer des ultimatums. Rappelons que le Burundi est plongé dans une grave crise sociopolitique depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature pour un 3e mandat en avril 2015. Les violences qui ont suivi sa réélection en juillet 2015 ont déjà coûté la vie à plus de 500 personnes et poussé plus de 270 000 Burundais à quitter le pays. Gratien, on le sait bien, les opposants ne risquent pas de se rendre. À quoi doit-on donc s'attendre? À une nouvelle répression par la force et surtout dans le sang? Amira, vous le dites bien, vous parlez bien des opposants, vous ne parlez pas des rebelles. En réalité, ce qui se passe au Burundi, il y a une confusion, totalement. On a eu des manifestants contre le 3e mandat à Bujumbura. Ils ont été matés, certains ont été tués, d'autres ont fui le pays. Et il y a eu des manifestations dans la ville de Bujumbura, il y a eu des manifestations dans la région, notamment dans la commune de Mugamba, Bururi, Burambi. Et aujourd'hui, on voit bien à Bujumbura, les manifestants ont été chassés, pratiquement les gens se retrouvent à l'étranger, d'autres ont été tués, d'autres se trouvent dans les cachots des services de renseignement. Et aujourd'hui, on va lancer des ultimatums contre les anciens manifestants de Mugamba. Parce que quand on parle de rébellion, ça veut dire qu'il y a une rébellion qui se bat. Or, dans Mugamba, à part quelques mouvements d'autodéfense, parce qu'il y a des gens des milices et d'Imbonerakure qui viennent les arrêter. Et or, c'est une région qui est dominée par, il faut le dire clairement, dominée par les Tutsis. Donc, ces Tutsis se sentent menacés, certains peuvent se défendre, mais en réalité, dans cette partie,
il n'y a pas une rébellion en soi. Donc, il faut dire que l'ultimatum est lancé contre les anciens manifestants. Est-ce que vraiment, jusqu'à quand on va chasser les jeunes burundais? C'est la grande question actuellement. Justement, Gratien, quand on connaît les débordements passés depuis la contestation du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, est-ce que la communauté internationale aujourd'hui peut laisser faire ce qui doit se passer sans bouger? Est-ce qu'elle a le droit de ne pas intervenir alors que Pierre Nkurunziza a prévenu que dans 15 jours, il allait utiliser la force? Alors, il faut clarifier les choses, parce qu'on parle de communauté internationale. La communauté internationale, on a tendance à dire qu'elle commence à partir au-delà des frontières de l'Afrique. Moi, je dirais qu'elle commence même à côté, chez nos voisins. Si on parle, on raisonne intrinsèquement comme les gens pensent, si la communauté, c'est au niveau, parlons de l'Union des Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, on connaît bien la position qui est claire des Américains et des Anglais qui sont opposés à ce 3e mandat et d'ailleurs qui veulent prendre beaucoup de sanctions, y compris l'intervention militaire. Il y a un pays comme la France avec une position très mitigée qui n'est pas du tout comprise par les Burundais, beaucoup d'Africains, et des pays comme la Chine et la Russie qui ne s'intéressent pas au Burundi, qui s'opposent aux sanctions ou à l'envoi des troupes parce qu'ils s'opposent aux Américains comme ça se passe dans d'autres pays sur d'autres dossiers et ça se transpose au Burundi. Et il y a aussi la sous-région, notamment, c'est au niveau de l'Afrique de l'Est, de l'East Africa Community, qui, en principe, ces pays devaient intervenir, comme ils ont pris des sanctions, notamment quand il y a avant les accords d'Arusha, notamment l'embargo. Vous parlez de sanctions diplomatiques, économiques? Économiques, plutôt économiques, parce que dans ces pays, il y a beaucoup de divergences. On peut parler il y a la Tanzanie, maintenant ça a changé après le départ du président Kikwete. La position a évolué avec le président Magufuli, qui est quelqu'un qui est très pragmatique, qui n'arrive pas non plus, il est entouré par les gens de Chama Chama Pinduzi, le parti qui dirige le pays, n'arrive pas à prendre une bonne position. Et le président rwandais, Kagame, qui a une position très claire, mais qui ne peut rien faire compte tenu, disons, de la communauté internationale, aussi des autres. Et le président ougandais, Yoweri Museveni, qui est censé être, qui est le médiateur, mais aussi qui a des problèmes chez lui de démocratie, de violence, du pouvoir. Donc, il n'a pas beaucoup de leçons à donner au Burundi. Et le président kenyan qui regarde de loin la situation. Donc, on a l'impression que finalement, cette communauté internationale, elle attend. Je pense qu'elle attendra comme elle a attendu au Rwanda, jusqu'au jour où on dira, ah, finalement, on ne savait pas. Voilà. Gratien, je rappelle que vous connaissez très bien ce dossier burundais. Est-ce que vous croyez encore en une issue diplomatique? Parce qu'on rappelle qu'il y a le dialogue d'Arusha qui est encore en cours. Bon, l'issue diplomatique, je crois, je pense que je suis un ancien officier, mais je ne crois pas à l'issue militaire. L'issue diplomatique peut aboutir si vraiment tous les pays s'impliquent. Prenons même les pays occidentaux, sans parler de la Chine et de la Russie. Je dirais même si la France rejoint la position des Américains et des Anglais. Et si un pays comme la Tanzanie s'implique, un pays qui a de très bonnes relations avec la France, qui va avec la France? Si la France change, la Tanzanie va changer. Donc la position peut beaucoup évoluer. Je dirais qu'elle tient sur la position de la France, notamment, qui peut influencer certains pays africains quand il s'agit de prendre des sanctions ou l'intervention, et aussi la Tanzanie. Donc c'est à partir de ces deux pays, pour moi, ces deux pays qui peuvent faire évoluer les choses au Burundi. Et l'Union africaine? L'Union africaine, bien sûr que l'Union africaine essaie de suivre ce qui se passe déjà dans la sous-région, mais l'Union africaine, on sait bien ce qui se passe, c'est que beaucoup de présidents ont des problèmes chez eux et ils ont du mal à se fâcher avec un président burundais. Il y a certains qui ont des relations selon disons, les relations qu'ils ont avec le Rwanda. Il faut savoir que le dossier burundais est géré en fonction du dossier du Rwanda. Les pays qui sont amis avec le Rwanda sont d'accord pour régler la question burundaise. Les pays qui n'aiment pas Kagame, qui n'aiment pas le Rwanda, qui ont des problèmes avec le Rwanda, aimeraient que la position reste. Vous êtes en train de me dire qu'il y a trop d'intérêt autour de ce dossier burundais? Il y a trop d'intérêts, même des intérêts qui sont liés au Rwanda, non pas au Burundi, mais qui se répercutent au Burundi. Et la situation des droits humains en Gambie a fait l'objet d'un forum de 2 jours en prélude au sommet des chefs d'État de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest qui se tiendra ce samedi à Dakar. À cette rencontre, ont pris part des organisations de défense des droits humains, mais aussi des opposants gambiens. Certaines ONG ont même demandé le retrait de la Gambie de l'espace sous-régional. C'est un sujet qui nous a été préparé par Alioune Guindo. La question gambienne, sujet saillant du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Le 4 juin 2016 démarre à Dakar, au Sénégal, le 49e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au cœur des débats se trouvera certainement la question de la situation politique et sécuritaire en Gambie. Selon certains analystes, l'heure est grave dans le pays. Il est temps, selon l'ONG Article 19, de trouver une solution aux questions liées à l'entrave des libertés. À ce jour, on a l'impression que c'est le silence total au niveau de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au niveau même de ces détentions. Aujourd'hui, les gens vont dans les tribunaux, mais nous savons qu'il n'y a pas de justice en Gambie. Donc c'est presque une perte de temps de suivre des procédures arbitraires qui vont mener vers la prison. Donc s'il n'y a pas de pression internationale concertée, ces gens vont rester en prison et vont continuer à être torturés. Et nous sommes préoccupés par le sort de ces 6 femmes qui sont là-bas, malmenées, dénudées par des forces de sécurité qui commettent des sévices sur elles. Et nous voulons que ça s'arrête maintenant avant que ça soit trop tard. Et nous voulons que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO puissent se saisir du dossier gambien et puissent exiger la libération de tous ces prisonniers politiques. Dernièrement, environ 80 Gambiens se sont retrouvés en détention pour avoir manifesté contre le pouvoir en place. Un rapport a même été rédigé pour dénoncer la situation, insistant surtout sur le cas des 6 femmes du groupe qui ont été malmenées et maltraitées. Il n'existe dans aucune démocratie au monde que l'on soit enfermé pour ne pas avoir été d'accord avec le président Yahya Jammeh. Le pire, c'est le cas des jeunes et des femmes. À l'époque, je n'ai fait faire qu'un t-shirt avec marqué dessus « Jammeh dégage ». Et cela m'a valu la prison pendant 15 mois, seul dans ma cellule. Il y a plus de 1000 prisonniers en Gambie, mais ce qui est grave, c'est la présence de prisons clandestines. J'ai vécu dans une de ces prisons pendant 1 semaine. Voilà pourquoi les gens disparaissent mystérieusement en Gambie. À la demande d'organismes de défense des droits de l'homme, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pourrait se saisir du dossier gambien lors de sa rencontre de Dakar. Gratien, vous parliez justement de l'East Africa Community qui ne s'intéressait pas assez au cas burundais. On a là la CEDEAO qui s'intéresse de près à la situation en Gambie. C'est donc une chose à saluer. Oui, une chose à saluer, mais il faut que ça soit vraiment dans les actes. On en parle, il y a des sommets, mais en réalité, j'ai l'impression que souvent, que ce soit les chefs d'État, ou on parle de la communauté internationale ou d'autres, ils s'intéressent au régime, ils ne s'intéressent pas au peuple. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que on a un président, comme ce qui se passe au Burundi, qui matraque son peuple. Certains en prison, d'autres torturés parce qu'ils ont manifesté. Ils n'ont pas le droit de s'opposer à ce président. Et je pense qu'il veut être le président à vie. Et quand le peuple réclame, parce que le pouvoir appartient au peuple, en principe, les dirigeants ont une délégation de pouvoir. Et ce peuple peut dire, nous voulons le pouvoir, nous voulons changer de délégation. Et en ce moment-là, s'il refuse, s'il les torture, les autres les emprisonnent, qu'est-ce que les autres pays peuvent faire? C'est ça la grande question. En Afrique, est-ce qu'il ne faut pas une certaine intervention pour protéger le peuple dans plusieurs pays, dans certains pays? Quel genre d'intervention vous parlez, Gratien? Bon, il y a eu, on sait bien, il y a eu beaucoup d'interventions. Il y a eu les Comores, il y a eu des interventions. Il y a la Tanzanie qui est intervenue en Ouganda pour chasser Idi Amin. Il y a d'autres qui... Ça se passe dans plusieurs pays. Avant, ça se passait parce qu'il y avait un certain, moi je dirais, il y avait un certain patriotisme, il y a un certain panafricanisme. Les gens, des dirigeants qui aimaient le peuple en se disant, on ne peut pas accepter qu'on continue à tuer les gens, qu'on torture, qu'il y ait des massacres. Alors qu'on est là, ils sont là, ces présidents sont des présidents frères. On ne s'imagine pas cela se passer en Europe. Pourquoi ça peut se passer en Afrique et on le laisse? Donc, il y a une interrogation, une question à se poser. Pourquoi ces pays, le Sénégal par exemple, peut prendre des sanctions qui peuvent ramener Yahya Jammeh à accepter, disons, d'ouvrir le dialogue politique et aussi la démocratie? Le retrait de la Gambie de la CEDEAO, c'est une demande de certaines ONG. Qu'en pensez-vous, Gratien? Bon, le retrait en soi, il va y avoir des sanctions, ce sont des sanctions économiques, mais on sait bien ce genre de dictateur arrive à tenir pendant un certain moment. C'est le peuple qui en pâtit au niveau des sanctions économiques, mais en réalité, cela ne peut pas l'empêcher s'il veut rester au pouvoir, ça ne l'empêchera pas de rester au pouvoir. Il va être isolé, il va trouver d'autres amis. Et d'ailleurs, comme il a commencé à le faire, il se tourne du côté du monde arabe, surtout le Golfe arabe. Donc, il aura des soutiens. On sait bien qu'il y a des gens qui veulent arriver, que ce soit pour prêcher une religion ou secte ou autre chose. On arrive à trouver l'argent, mais le problème, c'est l'argent du pouvoir, l'argent de la répression. Ce n'est pas l'argent pour nourrir, aider le peuple à se développer. Or,
il faut vraiment, c'est un dossier où on parle à la CEDEAO, mais il faut surtout un pays comme le Sénégal arrive à s'imposer dans la sous-région, surtout un pays qui se trouve à l'intérieur même du Sénégal. C'est de cela qu'on voit déjà les grands pays, les grands peuples, les grands dirigeants aussi. Alors justement, Gratien, on a demandé le retrait de la Gambie de la CEDEAO, mais avant, il y a eu d'autres demandes qui ont été formulées justement au niveau des enquêtes. On l'a rappelé dans le reportage, ces opposants qui ont été mis en prison sans enquête, sans procès. Aujourd'hui, est-ce que l'Union africaine a un moyen de pression pour forcer et contraindre Yahya Jammeh à ouvrir des enquêtes? C'est difficile de dire que vraiment l'Union africaine... On peut dire que l'Union africaine a les moyens, mais est-ce que les moyens suffisent pour pousser Yahya Jammeh à accepter? Il faut dire qu'on peut agiter, il y a plusieurs familles. On peut agiter par exemple la Cour pénale internationale en disant si vous ne faites pas ça, il va y avoir des enquêtes de la Cour pénale internationale. Et on sait bien qu'en Afrique, il n'y a pas une cour qui juge les présidents en fonction. Il n'y a pas une instance, quelqu'un qui peut venir arrêter un président qui est en fonction. Même un président qui a quitté le pouvoir. On a du mal à voir remarquer. Ça veut dire que sur le continent africain, on peut ne pas respecter les droits humains dans l'impunité. Oui. Nous, les Africains, il y a certains Africains qui demandent que l'Afrique se retire de la CPI. Mais moi, je demande, si on dit qu'il faut se retirer de la CPI, qu'on nous montre bien qu'est-ce qui peut remplacer la CPI. Aujourd'hui, quel est le tribunal qui est capable de juger quelqu'un qui est au pouvoir, même après son départ? On a jugé Hissène Habré, on sait bien, il y avait beaucoup d'intérêt pour le juger, mais il y a d'autres qui sont là. Qui va juger Dome Mugabe? Qui va juger Dome Nkurunziza? On ne connaît pas une cour en Afrique capable de le juger. C'est justement en discussion actuellement. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.